Bonjour à tous. Alors, avant de commencer, je tiens à remercier tout le bureau de l'Association des historiens du droit de l'Ouest de m'avoir gentiment proposé. On en a discuté tout à l'heure, ça s'était décidé au détour d'un couloir. Bon, apparemment, ça fait partie des usages de la maison. M'avoir proposé de participer à cette journée d'études consacrée aux idées reçues sur les institutions. Donc, sujet qui m'a hautement stimulé, parce que j'avais répondu spontanément oui. Alors au début, lorsque l'on m'a proposé de participer à cet événement, la première chose qui m'était venue à l'esprit, je l'avais dit, c'était de traiter de la question de l'hôpital général. Alors il s'agit d'une institution de l'époque moderne apparue au cours du XVIIe siècle. Celle-ci a pris en charge une population hétérogène, y compris des bien portants qui ne nécessitent pas de soins particuliers, ce qui peut paraître surprenant à notre époque, tant le lien entre la santé et l'hôpital est fort. Pourtant, d'aucuns placent l'hôpital comme un véritable centre de soins seulement à la fin du XIXe et au début du XXe siècle. C'est grâce au progrès de la médecine que la qualité des soins prodigués s'est grandement améliorée, donnant de fait une place centrale aux médecins dans les hôpitaux. De plus, l'ouverture de l'hôpital non plus aux seuls indigents, mais à toutes les classes de la société, a parachevé la mutation de l'hôpital tel qu'on le connaît aujourd'hui. Alors ça ne veut pas dire pour autant que la technique médicale fut étrangère aux hôpitaux, mais son apparition a été plutôt tardive. Pendant longtemps, la médecine était reléguée au second plan. Primait l'accueil des infortunés, qu'ils soient malades ou non, et on s'attachait autant aux soins de l'âme que du corps. Il faut attendre le XIVe siècle pour voir affecter de manière pérenne des médecins et des chirurgiens dans les grands hôpitaux. Et ces établissements sont en ce sens fidèles à leurs racines étymologiques, hospitalis, qui désignaient alors de manière générique un lieu de refuge, d'accueil. Toutefois, cette idée reçue que peuvent avoir les profanes sur l'hôpital général est depuis longtemps réfutée par les spécialistes. Je m'adresse à un auditoire d'étudiants de Master 2 qui ont eu l'occasion de m'écouter longuement sur cette question. Je m'adresse aussi à des experts. Alors Michel Foucault a largement contribué à battre en brèche cette idée reçue dans son Histoire de la folie à l'âge classique paru en 1961. Le philosophe s'épanche longuement dans un chapitre sur l'hôpital général dont l'intitulé fera Florès, le grand renfermement. S'il n'en donne pas de définition précise, notre auteur place l'hôpital général au cœur d'un projet politique visant l'exclusion des marginaux. Pour lui, cette institution témoigne de l'idée selon laquelle les pauvres doivent être séparés de la société à l'époque moderne. L'hôpital général cristallise une logique d'exclusion que l'on retrouve ailleurs en Europe. Pensons à l'Angleterre, aux Provinces-Unies, pour les exemples les plus connus. Ce qui serait une sorte de prison pour pauvres, pour reprendre l'expression de l'historien de la marginalité Bronislaw Jeremek, s'apparente pour Michel Foucault à aucune idée médicale. L'hôpital général serait, selon lui, une instance de l'ordre monarchique et bourgeois. Le philosophe prend pour point d'ancrage l'édit de 1656 portant création de l'hôpital général de Paris, lequel est destiné à l'enfermement des pauvres de tous sexes, lieux et âges, de quelque qualité et naissance, et en quelque état qu'ils puissent être, valides ou invalides, malades ou convalescents, curables ou incurables. Or, la réception de l'ouvrage a été reçue diversement, et dans le temps qui m'a imparti, il serait bien court de faire une recension exhaustive. D'ailleurs, selon des bases de données américaines, Michel Foucault est l'auteur le plus commenté au monde en sciences humaines et sociales, donc ça serait un peu délicat et périlleux en 20 minutes. Notons toutefois que les développements de ce chapitre ont pu faire l'objet de critiques virulentes. Pierre Chonu, préfacé de l'ouvrage de Jean Humbert, Le droit hospitalier de l'Ancien Régime, pourfend la théorie du grand renfermement foucaldien. Je me permets d'en citer de longs extraits, tant ceux-ci sont riches en renseignements. Jean Humbert épouille. Il le fallait bien dans les hôpitaux. Il nous aidera peut-être à nous débarrasser de quelques stupidités vivaces et brillamment cautionnées, le mythe du grand renfermement. On fait la queue pour entrer à l'hôpital général. Ces hauts murs protègent du froid et de la faim. On mange mieux et plus abondamment dedans que dehors. Je confirme, j'avais calculé jadis avec mes élèves à Caen.
Alors oui, la monarchie administrative, avec les moyens du temps, poussée par la réforme catholique, a tenté d'accroître de front la sécurité pour tous et le minimum de survie pour un peu moins de misère en faveur des plus démunis. Il ajoute enfin, quel que soit le talent de Jean Humbert, vous entendrez demain encore braire le grand renfermement. Renan disait que seule la bêtise humaine peut donner de l'infini. Pleinement rassurés donc, avec Jean Humbert, nous continuerons à cultiver notre jardin. Or, cet ouvrage de Jean Humbert, historien du droit et spécialiste entre autres des hôpitaux, est le dernier ouvrage qu'il a écrit sur cette question en 1993. Nous sommes encore à une époque où les querelles des chercheurs lors de la célébration du bicentenaire de la Révolution demeurent vivaces. Ici, le préfacier semble se féliciter de ce qui apparaît être pour lui la fin d'un mythe qui ternissait l'image de l'Ancien Régime, lui qui déplorait déjà le moment 1789 et ses conséquences. Plus récemment, Claude Quetel affirmait dans son Histoire de la folie, paru en 2009, que son ambition n'était pas moins de mettre un terme à l'Évangile selon Foucault. Alors, ma communication d'aujourd'hui se veut modeste, il ne s'agit pas d'interpréter l'œuvre philosophique foucaldienne, particulièrement complexe, mais suivant la thématique de cette journée d'études, d'évoquer les griefs tout à fait fondés à l'égard de cette théorie du grand renfermement, d'une part, et de nous interroger, d'autre part, sur sa portée dans l'étude des institutions. Est-ce que l'historiographie, finalement, n'a pas généré une nouvelle idée reçue sur l'hôpital général en voulant s'inscrire en faux contre le grand renfermement foucaldien ? N'y a-t-il pas eu des malentendus sur le sens à apporter dans ces développements ? Je pense que oui, et cela fera l'objet de la seconde partie de mon propos. Alors, s'agissant des critiques, eh bien, celles-ci furent nombreuses. On va tâcher de les regrouper. J'en vois trois principales sur le plan institutionnel. La première concerne la chronologie proposée par Michel Foucault, selon laquelle le grand renfermement des pauvres débute au XVIIe siècle. Les chercheurs qui se sont intéressés postérieurement à cette question réfutent cette théorie. Claude Quetel, encore lui, ou Jean-Pierre Cuton, un spécialiste de la pauvreté, place très justement les origines du grand renfermement au XVIe siècle. C'est en effet à ce moment-là qu'émerge véritablement l'idée selon laquelle les pauvres doivent être reclus et mis au travail. Des expériences institutionnelles, bien que non pérennes, ont été mises en œuvre à ce moment-là. Je prends l'exemple que je connais le plus, qui est celui de Lyon, l'exemple avec lequel je tannais mes étudiants de master. Effectivement, on y trouve des lieux de réclusion pour pauvres dès les années 1580 dans la ville. Alors la deuxième critique porte sur la finalité même de ce renfermement. On l'a vu, selon Pierre Chenu, l'hôpital général aurait eu pour but d'assister plutôt que d'exclure. Avec une démonstration différente et plus poussée, Robert Castel donne une autre interprétation de l'objectif du grand renfermement. Plutôt qu'une rupture qui se serait opérée à l'époque moderne, le sociologue perçoit au contraire une certaine forme de continuité avec les politiques d'assistance de l'époque médiévale. Il voit en effet une forme de prolongement de ce qu'il appelle le social assistentiel. La création des hôpitaux généraux répondrait, d'après lui, au besoin de pallier les carences de l'assistance auparavant assurées par les différents réseaux de sociabilité. Pour lui, le grand renfermement a davantage trait à une histoire des politiques d'assistance, qui serait une politique d'inclusion, plutôt qu'une politique de répression, d'exclusion. Et en effet, l'hétérogénéité des populations susceptibles d'être accueillies témoignerait de la prévalence d'une certaine forme de secours plutôt qu'une logique répressive. Pour les valides, le but serait, par le travail, par la prière, de pouvoir réaffilier ces individus dans la cité. Pour les invalides, l'hôpital général constituerait un ultime refuge. Pour abonder dans son sens, il s'avère que l'admission au sein de l'hôpital général relève d'une sorte de privilège pour les personnes âgées, car celle-ci est possible sous condition. À Lyon encore, pour qu'une personne âgée soit admise à la Charité, donc la Charité est le premier hôpital général français, on a cette fierté-là, celle-ci doit avoir au moins 70 ans et résider sans discontinuité durant 10 ans dans la ville. Les recteurs présentent l'internement comme un motif d'espoir pour la classe ouvrière de vivre dans des conditions décentes pour leurs vieux jours. Par ailleurs, l'enfermement des mendiants, non pas des enfants, même si on trouvait des enfants dans les hôpitaux généraux, j'y reviendrai,
n'est pas un absolu. Ceux-ci peuvent retrouver la liberté si des proches ou son embaucheur venaient les réclamer grâce au système de soumission, système de caution. Enfin, nombre d'hôpitaux généraux fournissaient des secours à domicile, donc l'enfermement n'était donc pas leur seule dévolution. Enfin, la troisième critique porte sur l'ampleur de ce grand renfermement. La lecture du chapitre peut porter à croire que l'internement des pauvres était systématique, or il n'en fut rien. Un des principaux arguments avancés par Michel Foucault dans son Histoire de la folie et l'âge classique pour témoigner de l'importance du grand renfermement est le cas parisien. Il nous dit qu'un habitant sur 100, soit 6000 personnes, aurait un jour séjourné dans les murs de l'hôpital général. Le chiffre n'est pas démenti par Claude Quetel, mais celui-ci explique les raisons d'une telle importance numérique. L'étude des archives démontre qu'une part substantielle de la population recluse n'est pas parisienne, mais vient d'autres provinces. Cela témoigne de l'une des importances de l'enfermement des pauvres, l'objectif étant d'exercer un contrôle sur cette population pour lutter contre le vagabondage. Toujours sur le même point, j'ajouterai une critique plus personnelle sur le travail du chapitre de Foucault. Celui-ci s'appuie beaucoup sur un ouvrage de Léon Lallemand, auteur d'une histoire de la charité en 5 tomes, paru à la fin du XIXe siècle. Si cet ouvrage est encore aujourd'hui une référence, son auteur a toutefois l'ambition de défendre la place centrale de l'Église en matière d'assistance et s'oppose aux immixtions de l'État républicain. Il est d'ailleurs l'auteur d'une conférence intitulée « Un péril social, l'introduction de la charité légale en France ». Alors l'Allemand reproduit de larges extraits d'un ouvrage important pour comprendre les motivations et la réception du grand renfermement des pauvres, qui est l'ouvrage « La mendicité abolie » du père André Guevard. Prédicateur étant à l'origine de plusieurs hôpitaux généraux en France, mais aussi en Italie à la fin du XVIIe et au début du XVIIIe siècle. L'Allemand entend fournir la version et la traduction la plus fidèle de l'édition originelle de la Mendicità Plovenuta, parue en 1693. Or, cet ouvrage a connu plusieurs éditions selon le lieu dans lequel l'ecclésiastique a prêché, car le but du livre était de convaincre les populations locales d'ériger des hôpitaux généraux. L'Allemand prétend, comme d'autres d'ailleurs, que le fond des ouvrages n'a pas changé, malgré des variantes de forme et des développements plus ou moins approfondis. Alors je partage ce point de vue, mais les dernières versions parues sont d'importance pour l'historien des institutions. Guevard opère soigneusement une distinction entre les bureaux de charité et les hôpitaux généraux. Les premiers, donc les bureaux de charité, doivent servir à organiser les distributions des charités dans les campagnes, en distinguant soigneusement les bénéficiaires méritants de ceux qui ne le sont pas. Mais contrairement au second, la dimension coercitive n'est pas présente, il n'y a pas d'enfermement. Ainsi, si Michel Foucault s'était appuyé ici sur les sources primaires, il aurait vu que les hôpitaux généraux constituent un des instruments d'une politique plus générale, visant à rationaliser l'action charitable afin d'éradiquer le vagabondage et la mendicité. Foucault a ici également mobilisé un document de seconde main, au risque de s'orienter vers une source trop subjectivement appréciée. Alors après avoir évoqué de manière non exhaustive un certain nombre de critiques sur les développements de ce chapitre, faut-il pour autant rejeter la grille d'analyse foucaldienne ? À mon sens, non, je l'ai plus ou moins dit en substance tout à l'heure, bien au contraire. Et c'est l'objet de la seconde partie de mon propos. Alors si les études monographiques ont pu soulever que les hôpitaux généraux avaient une mission plutôt orientée sur l'assistance, il ne faut pas croire que l'enfermement avait des motivations unitaires. Les buts étaient variables selon le temps, le lieu et les acteurs. Ainsi considéré, l'analyse foucaldienne n'est pas si antinomique avec ce que peuvent révéler les archives. Les rapports sociaux, mais aussi les enjeux de pouvoir, répondent souvent à des logiques différentes. L'enfermement peut être motivé par des objectifs variés. D'ailleurs, Jean Humbert relève que les hôpitaux généraux tendent davantage à devenir une maison d'accueil pour les fous, les prostituées et les malades. Il semble que l'amalgame des populations visées par la législation royale amène les administrateurs locaux à prendre en charge les individus les plus nécessiteux au détriment des autres, mais aussi à tenir compte d'intérêts locaux. À Lyon encore, je vous prie de m'en excuser,
Les recteurs de la Charité veulent secourir les mendiants locaux et non les étrangers, ce qui n'est pas sans irriter le pouvoir royal. Au XIXe siècle encore, dans cette même ville, des personnes âgées sont admises subrepticement en qualité de mendiants pour être prises en charge. Le grand renfermement peut ainsi être interprété diversement à plusieurs niveaux. Les objectifs d'assistance et de répression peuvent être étroitement mêlés. Foucault d'ailleurs lui-même ne le conteste pas. Ce premier postulat me permet d'en venir à mon second point. L'étude des archives n'enlève en rien l'ambition des autorités d'ériger ce que Michel Foucault appelle un ordre moral, à l'intérieur duquel les populations recluses deviendraient vertueuses, obéissantes et animées par l'amour du travail. On a ici une certaine synergie d'intérêts entre l'Église, qui cherche à expier les internés d'une oisiveté coupable, et le pouvoir royal, qui, influencé par le mercantilisme, voit dans ces masses de population un vivier générateur de richesses. Alors le recours à cette notion d'ordre moral, plutôt floue, permet de souligner que le but de l'hôpital n'a pas pour seule vocation de protéger un ordre public matériel, mais s'inscrit aussi dans un rapport de domination, de pénétration dans l'intimité des indigents, afin de les rendre obéissants et productifs. Effectivement, à mon sens, on aurait tort, me semble-t-il, sous couvert d'une sorte de positivisme historique, d'éluder cette dimension morale au motif que l'assistance prétendument attestée par les archives prévaut. Comment comprendre qu'un mendiant valide, un fou, un orphelin ou encore une prostituée peuvent se retrouver au sein de la même structure? Comment nier la dimension morale de l'amalgame de catégories d'individus si divers, si ce n'est qu'il heurte l'ordre moral? L'argument avancé contre Foucault, selon lequel la réalité des archives réfute le grand renfermement, est à mon sens limité, voire même dangereux sur le plan épistémologique. L'étude des archives traduit une réalité qui requiert d'une part d'être mise en perspective avec l'ensemble des sources disponibles et qui nécessite d'autre part d'être éclairée à la lumière de connaissances, de maniements de concepts, de grilles intellectuelles. Claude Quetel, comme Pierre Chonu, souhaite réaliser une histoire quantitative qui permettrait de connaître la réalité historique. Or, cette interprétation positiviste de l'histoire présente des limites que l'analyse foucaldienne met ici bien en évidence. Il n'existe pas une histoire objective, mais des histoires, selon l'orientation voulue par le chercheur. On a pu voir que l'argument de la vérité historique dissimule une sensibilité politique particulière chez Pierre Chonu, c'est le moins que l'on puisse dire. Nous aurions tort, preuve en est, et ce sera mon dernier point, de se départir de l'analyse foucaldienne, qui est à mon sens toujours d'actualité, si l'on suit l'exemple récent de la Suisse. En 2010 et en 2014, le ministre de la Justice, puis le Parlement, ont présenté leurs excuses en raison de mesures d'internement administratif, c'est-à-dire le placement, sans forme de procès, d'individus n'ayant commis aucun crime ou délit. Dans le canton de Fribourg, en 1961, un interné sur 3 était en hôpital psychiatrique pour cause de maladie sociale. Une personne sur 3. Cette pseudopathologie, qui n'a en réalité aucun lien avec une quelconque maladie mentale, serait étroitement liée aux mœurs. On y fustige une éducation perturbée, un abandon moral durant l'enfance. Et le comité d'experts indépendants chargé d'examiner les faits et les révéler aux citoyens, conclut que ce sont les franges les plus pauvres de la population qui ont été les plus largement touchées par ces mesures. Pour conclure mon propos, l'exemple suisse montre, à mon sens, toute la pertinence de la grille intellectuelle fournie dans ce chapitre consacré au grand renfermement, malgré un certain nombre d'approximations factuelles à la marge et qui ne ternissent pas l'ensemble de la démonstration. À mon sens, l'étude institutionnelle de l'hôpital général était pour Foucault accessoire. Son ambition était de chercher les racines de l'asile psychiatrique, et il a vu dans ces hôpitaux généraux une multitude de pauvres présentés comme déraisonnés, comme des libertins, pour reprendre une formulation encore usitée à leur égard à la fin du XVIIIe siècle. L'internement administratif suisse témoigne que des chercheurs n'ont pas fini de braire, y compris l'auteur de cette communication
sur le grand renfermement. Je vous remercie de votre attention.